Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. C'est le grand retour de Keita Avadou dans le podcast avec les vacances, la maladie qui embarque. Donc c'est ça, Keita a été absent pendant un certain bout de temps, mais il est de retour. Et ce matin, on parle de la France-Afrique. Est-ce la fin? Pour ceux qui se demandent c'est quoi, en fait, Keita, il va vous l'expliquer, mais c'est les anciennes colonies françaises qui sont devenues justement des pays indépendants en Afrique qui commencent à de plus en plus se dissocier de la métropole, bien qu'elle elle l'était plus officiellement. Il y a toujours une relation qui avait quand même été conservée, mais là, semble-t-il qu'on coupe vraiment toutes les cordes de plus en plus. Ça a fait la nouvelle dans les dernières semaines, puis Keita nous en parle ce matin dans Toute liberté. Salut Keita. Salut, Zoé, merci pour l'invitation. Cette fois-ci aussi, un plaisir de te retrouver là et de retrouver toutes ces personnes qui nous suivent là. Yes, en santé, en pleine forme et Ouais. tellement bien habillé que tu fais avec le mur. C'est merveilleux. La couleur qui match tout. Ben, avant d'embarquer justement dans l'actu ou quoi que ce soit pour les gens, parce que vous savez qu'avec Keton, on aime beaucoup les visuels, c'est quoi la France-Afrique? Je l'ai trouvé une image ici qui représente quand même assez bien un peu ce que ça ressemble. C'est que ça comprend une bonne partie de l'Afrique du Nord, mais pas l'entièreté. On parle de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, la Centrafrique et tous les pays aux côtés, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Gabon et le Congo Brazzaville, je ne vais pas me tromper ici. Oui, Brazzaville. Brazzaville, donc, qui comprend toutes, ce sont toutes en fait des anciennes colonies françaises à l'époque de la colonisation de l'Afrique, qui sont tous des pays indépendants à la très grande majorité. Et qu'il y avait quand même, mais on en a parlé un peu dans notre épisode sur le Niger, à quel point de plus en plus, il y a de plus grandes tensions avec les forces françaises qui sont sur place, puis qui demandent vraiment le retrait des soldats français pour quasiment des mercenaires russes ou d'autres, mais du moins tant que c'est pas français, tout sauf les Français finalement. Mais là, de plus en plus, tu m'as expliqué qu'il y avait deux nouveaux pays qui ont annoncé dernièrement que là, il n'y a plus aucune. On demande que les soldats français puis les bases françaises dans ces pays-là, vous sacrez votre camp parce que là, on Ouais, ne veut plus vous voir la face. exactement. En fait, c'est ça. C'est très bon, très bien que tu présentes cette carte-là au début. Ça aide quand même à comprendre un peu en visuel là, de quoi nous parlons, parce que nous parlons du système France-Afrique. En fait, il faut savoir que c'est un système, bien sûr, qui a été mis en place par la France lors des indépendances, parce que tous ces pays-là de l'Afrique francophone ont pris leur indépendance, enfin l'Afrique en général, c'était en 1960. Là. C'est pourquoi on parle des années 60, l'année d'indépendance en Afrique. Mais sauf que, contrairement au système anglais, les Anglais qui, non seulement le système colonial était indirect, mais aussi lors des indépendances aussi, les Anglais sont vraiment définitivement partis là, pour laisser leur colonie, même s'il y a eu le système Commonwealth auquel ces États appartiennent. Ouais, c'est Donc, ça, c'est le cas, le fameux Commonwealth, là, Commonwealth, techniquement, même nous autres au Canada, on en fait partie. Là, ben, c'est surtout relié exactement. souvent. C'est plus, c'est de moins en moins officiel, mais c'est plus souvent relié à la couronne britannique. Là. C'est toutes ces Exactement. anciennes colonies. Même, je pense qu'il y a encore. J'avais vérifié ça à un moment donné, il y a quelques années. Par exemple, j'ai appris que supposément demander des passeports ou la citoyenneté ou des droits de visite entre pays du Commonwealth était beaucoup plus facile dans les procédures. Mettons, si on voudrait aller, je demanderais, mettons, la citoyenneté ou le droit de recevoir ou le droit de visite en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni ou dans peut-être les pays d'Afrique, c'est un peu différent, mais dans les principaux pays du Commonwealth, c'était beaucoup plus facile avec le Canada que, par exemple, avec les États-Unis ou d'autres pays, par exemple. Exact, c'est ce que tu dis, c'est vrai. En fait, hormis ce système Commonwealth, et d'ailleurs, ce que les Anglais n'ont pas ce système ou cette politique interventionniste dans les politiques intérieures directement ou économiques de ces États, de ces anciennes colonies. C'est ce qui est contraire pour le cas de la France. C'est Pour ça. titre d'exemple, justement, la présence de ces bases militaires, c'est-à-dire que la France, à l'heure des indépendances, a essayé de signer des accords coloniaux avec ses présidents qui ont été élus à l'époque où est installé à la tête de ces États fraîchement indépendants de l'Afrique, ces hommes politiques, enfin ces présidents qui s'est considérés plus rédevables à la France qu'à leur État, parce que c'est la France qui les a imposés, justement, ont signé des accords coloniaux
avec la métropole qui était la France et qui donnait le droit à la France non seulement de gérer l'économie de ces pays à travers la monnaie qu'on appelle le franc CFA dont on parlait l'autre fois. Mais le franc CFA, il faut savoir que c'est une monnaie coloniale française, comme son nom l'indique d'ailleurs, même si ça a été changé avec le temps, c'est franc CFA, CFA, c'est-à-dire c'est la monnaie des colonies françaises d'Afrique. C'est ce qu'on appelle la CFA, on appelle CFA. Cette monnaie est utilisée aujourd'hui par près de 14 pays de l'Afrique encore francophone, en fait, qui ont été colonisés par la France, ce qui veut dire que c'est la France qui décide de combien de quantité de monnaie ces États doivent utiliser dans l'année. Et aussi, au-delà de cette politique. Bon, cette histoire de France CFA est plus large que ce dont on est en train de dire là. Et le moment venu, si toutefois on a l'opportunité, on en parlera aussi parce que c'est l'un des exemples aussi de ce système France-Afrique. Mais sauf qu'au-delà de ce volet économique, il y a aussi le volet politique, enfin le volet sécuritaire. Et ce volet sécuritaire, justement, c'est la présence des bases militaires françaises en Afrique, dans ces espaces francophones. Alors, il y a beaucoup d'États africains à l'époque qui abritaient ces bases militaires françaises, sauf que ces dernières années, à moins de 2 ans, on voit vraiment comme une traînée de poudre, en fait. C'est des demandes en cascade partout dans ces espaces francophones qui réclament, la jeunesse d'abord, réclame la rue, réclame le départ de ces bases militaires françaises. Et aussi, les hommes politiques commencent ça et là à prendre conscience de la situation et puis demander le départ, notamment les régimes où il y a eu des coups d'État militaires récemment. Et ça a commencé par le Mali en 2022 qui a demandé le départ des bases militaires françaises. Donc, il faut savoir que la France avait au moins 6 bases militaires en Afrique, là, si on compte aussi Djibouti, qui est un autre sujet très important, géopolitique à discuter. Il y avait le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad et le Gabon. Donc, la France avait 7 bases militaires en Afrique. Et tout ça, c'est en Afrique subsaharienne. Et ces États, la jeunesse bon, sous quand même l'argument que ces bases militaires, c'est pour la lutte contre le terrorisme, même si justement dans le cas du Mali, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément ou ce n'est pas évidemment ça la question, le sujet. Ce n'était pas uniquement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Kidal, Gao également, quand les militaires français ont libéré cette zone et ils ont interdit à l'État malien d'intervenir afin de venir occuper le terrain. Les militaires maliens n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans ces zones libérées par l'armée française. Donc c'est l'armée française qui gérait toute cette zone maintenant de Gao, et sous prétexte qu'ils forment le cordon entre les terroristes et les militaires maliens. Pourtant, ils étaient venus pour lutter justement contre ces terroristes. Les Maliens ne comprenaient pas comment vous pouvez mettre ce cordon-là entre nous et les terroristes, d'autant plus que l'objectif, c'est vraiment les éradiquer. Donc, c'est d'où tout a commencé. Donc, l'État malien, à travers les militaires au pouvoir, ont demandé le départ de l'armée française. Après le Mali, le Burkina, le coup d'État, la même année aussi demande le départ de l'armée française. Et on a vu ce qui s'est passé au Niger également. Et en l'espace d'un an, le Niger aussi, le coup d'État, le Niger a demandé également le départ des bases militaires françaises où il y avait des milliers. Il faut savoir que quand le Mali et le Burkina ont demandé le départ de l'armée française, et cette armée est partie au Niger. Et là, après le coup d'État au Niger également, le Niger aussi a demandé le départ, comme disait fait que c'est le jeu de la chaise musicale. Là. Exact. On se lève, on s'assied, finalement, il n'y a plus de chaise pour continuer, on continue. En fait, pour te faire rire exactement par rapport à cette question, la jeunesse africaine appelait l'armée française maintenant et l'armée sans domicile fixe. Là. Donc, partout, c'est comme des hommes sans domicile fixe qui sont les SDF dans la rue, on les trouve partout. Donc, l'armée française était devenue comme telle, partout où elle part, on la chasse ici, elle part se réfugier là, et puis quand on la chasse là-bas également. Et après, le Niger, maintenant, et plus des milliers de ces militaires français étaient maintenant partis du côté du Tchad pour trouver refuge au Tchad, parce que là, le Tchad, quand même, était vraiment l'un des pays très alliés à la France, et non seulement diplomatiquement, et d'ailleurs, Macron a participé, a assisté à l'intronisation du fils du président, donc ce royaume qui a été créé au Tchad, le président Déby Père qui a été assassiné, et son fils a pris le relais.
fait que Macron a participé en violant tous les principes démocratiques, parce que là, c'est selon la constitution tchadienne, c'était le président de l'Assemblée qui avait le droit de succéder au président quand il y a vacance de pouvoir. Mais sauf que vu que c'était dans un cas particulier, le président tchadien a été remplacé par son fils. Alors, c'est ce Tchad-là le président qui a été adoubé par la France, qui était comme une sorte de Sibir de la France, la main armée de la France, non seulement au Sahel et partout dans beaucoup de zones centrafricaines. Le Tchad faisait des opérations des coopérations avec la France là, sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et également aussi s'opposer un peu au pouvoir centrafricain. C'est ce pouvoir de Tchad qui a demandé à la surprise de tout le monde, à la surprise quand même de tous les spécialistes, personne n'ici attendait, parce que d'autant plus que l'envoyé spécial de président Macron en Afrique a avoué 2 jours avant même cette déclaration du Tchad, soit disant que ouais, les rapports sont bons. Et d'ailleurs, la chose très remarquable dans cette histoire, c'est que le ministre des Affaires étrangères de la France était venu au Tchad rencontrer le président et puis les autorités tchadiennes. Après juste la rencontre, le temps pour le ministre d'arriver à l'aéroport et prendre son vol, et là, le Tchad fait la déclaration. Et tout le monde, on s'étonne parce que là, le ministre des Affaires étrangères était justement venu dans le cadre du renforcement de cette coopération militaire. Et après les rencontres avec le président et toutes les autorités militaires, sa déclaration officielle, il a laissé entendre que tout va bien et que justement, il a laissé entendre que tout va bien et que des terrains d'entente ont été trouvés et que les choses évoluent maintenant normalement bien avec les autorités tchadiennes. Et après cette déclaration, il n'a même pas pris moins de quelques minutes juste après sa déclaration. Patatras, on voit cette déclaration des autorités tchadiennes, une déclaration mentionnant toute rupture de coopération militaire avec la France, bien évidemment, mentionnant que cette rupture ne concerne que le volet militaire, de coopération militaire, et dans d'autres domaines économiques et diplomatiques, les coopérations peuvent continuer. Alors, ça surprit quand même le monde, parce que là, le ministre des Affaires étrangères de la France venait de faire sa déclaration, il prenait son vol pour aller au Kenya, et là, il n'a même pas bougé. On voit cette déclaration. Et le Tchad, le président tchadien, on ne pouvait pas l'imaginer. Et là, 2 heures avant, c'est le Sénégal aussi, le président sénégalais. Comme il faut le savoir, le Sénégal actuellement est dirigé par des jeunes de moins de 45 ans, le président qui a 44 ans et le président de l'Assemblée a 41 ans, et puis, sauf le Premier ministre Sonko, qui est un panafricaniste, qui est de 50 ans. Fait que c'est des jeunes quand même qui ne sont pas nés de cette ère de la colonisation, qui sont nés post-colonisation et qui ont appris la colonisation que dans les livres, qui sont alors par ricochet décomplexé de tout ce qui est de cette relation France-Afrique. Et c'est ce qui, surtout, c'est ce détail que les gens ne comprennent pas, parce que les ténors de la politique africaine qui maintenaient ce système sont ces présidents qui tous sont nés à l'ère coloniale, donc qui avaient ce complexe un peu de relation France-Afrique, qui se disaient est-ce que sans la France, nous on pourra s'en sortir. Mais ces jeunes qui sont nés après la colonisation et qui ont appris la colonisation qui est dans les livres et qui ont fait des grandes écoles également, au même titre que les Macron, sont décomplexés. Ils se disent, mais attendez, la France qui n'est plus écoutée maintenant sur la scène internationale, il faut savoir qu'à l'époque, c'est la France qui portait quand même la voix de tous ces pays africains-là. Et la France doit bien évidemment sa place de membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle doit cette place par l'obtention de son arme nucléaire, mais il ne faut pas oublier surtout par son influence dans sa précarité africaine. C'est après la chute du mur de Berlin en 1989, la France a été en quelque sorte choisie comme gendarme de l'Afrique. Les États-Unis étaient gendarmes du monde, alors la France devrait quand même apporter la paix, la sécurité, faire de telle sorte que cette zone africaine soit sous l'influence occidentale. Et cette zone maintenant qui était cette cour arrière de la France voit maintenant que la France n'est plus écoutée sur la scène internationale. Dans le conflit ukrainien, c'est les États-Unis. Et même dans le conflit, tu vois, Israël-Palestine et Israël-Hezbollah, mettons, Liban qui entretient des bonnes relations avec la France. On voit que la France n'est pas écoutée dans ces zones. Ces États africains se disent, mais attendez, peut-être que nous, on essaie juste
on a peur de quelque chose qui, en réalité, ne veut absolument rien dire là. Et la France ne vaut plus ce qu'elle valait dans les temps passés. Et voyant tout ce qui se passe aussi, l'instabilité endogène en France, l'instabilité politique et tout, ils se disent, ben, c'est le bon moment de profiter quand même. Et à cela s'ajoute aussi l'influence de la Russie, il ne faut pas le nier. La Russie qui, aujourd'hui, on le disait dans l'un de nos épisodes ici, la Russie, sa stratégie, en fait, c'est de ne pas forcément remplacer la France. Mais la Russie est dans une logique que elle sait que la France doit sa puissance à ses colonies africaines. Même si officiellement la colonisation n'existe plus, mais il y a le néocolonialisme qui est là, dans la gestion de l'économie de ces États et puis leur sécurité. La Russie dit, alors si on coupe ces termes-là là, sous les pieds de la France, il y aura une puissance de moins dans le cercle de l'Occident, disons au sein de l'OTAN, il restera peut-être la seule puissance des États-Unis ou peut-être de l'Angleterre un peu. Donc là, ils essayent de. La Russie est en train quand même de tout faire, de couper cette racine française en Afrique. Et c'est ce qui fait que le Mali, c'est commencé par le Mali, dont on a fait ça en Centrafrique d'ailleurs, ça a commencé là-bas. Donc tu vois, c'est dans cette logique que nous sommes en Afrique actuellement. Et c'est d'où nous nous posons la question, est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Parce que si la France perd ces puissances-là en Afrique, et cette même mise sur ces colonies africaines, est-ce que la France aura la même aura qu'elle avait Parce, sur la parce scène? que là, si on prend, tu me dis qu'il y avait 7 bases militaires Oui, dans différents pays. oui, Là, comptons ensemble ceux qui ont pu, en fait, qui vont sûrement, techniquement, sont encore là ce matin, là, mais tu sais, oui, ils vont être dans un processus de démantèlement, puis ils vont oui. partir, puis à un moment donné, ça s'est déjà commencé. Fait que le Mali, on oublie ça, c'est terminé. Ouais, le Mali, Le, c'est terminé. Le le Burkina, Niger, c'est aussi. ouais. Le Mali, le Niger, le Burkina. Le Burkina Faso, fait qu'on est rendu Ouais. à 3 sur 7. Là, 3 sur 7. t'as le Tchad puis le Le Sénégal, fait qu'on Sénégal on est rendu à 5. à 5. Fait que là, Et, il resterait quoi? Il resterait le Gabon et là, la Côte d'Ivoire. et la Côte d'Ivoire. Exactement. Et là, d'autant, on n'a pas vu le Tchad venir. C'est ce qui amène tout le monde à se poser la question. Ça, à quand aussi pour le cas du Gabon, parce que là, il y a eu un coup d'État récemment au Gabon également, c'est les militaires qui sont au pouvoir là-bas, un OK. jeune militaire également. Et à quand sera le cas aussi de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, en tout cas, sous le régime d'Alassane Ouattara, l'actuel président, on sait qu'il n'y a aucune chance quand même qu'il y ait une demande de départ des bases militaires françaises, parce que c'est un francophile et il sait en OK, réalité. c'est un pro-France. Fait que Un tant qu'il va être là, ça arrivera pas, là. Exactement. Lui, c'est un pro-France et ça se comprend Ben, tu justement. sais, puis c'est pas des gros pays non plus, géographiquement parlant. Fait que le bénéfice d'avoir une base militaire d'un pays du G7, c'est sûr que ça peut avoir certains avantages. En tout cas, pour certaines personnes, là, il y en a qui diront le contraire, là. Mais écoute, ben, poser la question, on pourrait quasiment dire que c'est y répondre un peu. Mais tu sais, je vais revenir rapidement sur le ministre, le ministre des Relations étrangères françaises qui est Ouais. allé. Tu sais, il y a deux possibilités. Soit il s'est fait vraiment bullshiter du début à la fin, que moi je pense que c'est vraiment la version la plus plausible. On lui a dit tout ce qu'il voulait entendre, mais finalement, leur décision était prise au Tchad Mhm. depuis avant même qu'il arrive. Ou il a tellement fait une job de schnout que ça les a convaincus de faire la déclaration juste après qu'il ait franchi à la porte, il n'a même pas eu le temps de se rendre à l'aéroport. Fait que, ben, dans les nouvelles, il est encore en poste. Macron l'a pas mis dehors. Fait que Non. Non. j'assume que c'est sûrement l'option numéro 1, puisque ça serait l'option numéro 2, ça n'aurait pas été long qu'il aurait démissionné, là. Macron aurait demandé sa tête. Mais c'est spécial. Ça montre un peu que, tu sais, on est à bout, puis on suit la tangente, puis on verra ce qui arrivera, puis que justement, comme tu le dis, reste à voir, parce que Mm. là, sachant qu'il resterait potentiellement juste 2 pays sûrs pour les bases françaises, personnellement, Mm. je vois ça d'une manière mi-figue, mi-raisin, dans le sens que, sachant que de plus en plus, il y a de plus en plus de discours de réarmement et de reboostage de l'industrie militaire française depuis plusieurs années, surtout dans les partis de droite, parce Mm. que justement, avec justement la montée de la Chine et de la Russie, quoi que c'est ça, puis là, ça a un peu choqué le pommier, tu sais, la guerre en Ukraine, puis là, on a envoyé, les pays du G7 ont envoyé considérablement de l'armement et tout ce qui est possible, mais sont vraiment dans une position qui ont une surdépendance militaire envers les États-Unis, que si une Ouais. troisième guerre mondiale éclaterait, ils t'offraient même pas 5 jours en termes de munitions. Puis, tu sais, ils sont pas dans la capacité, tu sais, ce qu'ils dépensent pour ce qui est des forces armées, puis le Canada est inclus là-dedans, est vraiment inférieur à ce qu'ils devraient.
Fait que Ouais. ramener ces forces-là, cet équipement-là, sur le sol français, puis s'en servir autrement ou un peu focuser davantage là-dessus, je pense que c'est quasiment. Ça peut comme me donner un coup de fouet après le cheval. Là. Tu sais, je pense que peut-être ça va être plus bénéfique pour eux autres que nécessairement une défaite. C'est sûr que Mm. perdre la France-Afrique, ça a des impacts négatifs aussi. Je dirais pas le contraire, mais il faut comme voir Ouais. un peu ça du bon côté. Tu sais, c'est comme un genre de moitié-moitié. Un peu, j'ai l'impression. En Mm. tout cas, moi, c'est le même que je vois ça. Là. Ouais, non, non, je te comprends très très bien. Si on essaye quand même d'essayer de regarder sous ces points-là pour dire que ouais, bon, au moins ils pourront retourner plus d'hommes sur le territoire français et puis plus d'hommes militaires, ça les fera en nombre et puis également ces armes-là, au lieu de les, au lieu de les, je dirais, gaspiller peut-être en Afrique, on pourra s'en servir autrement et pourra s'en servir autrement sur notre territoire. Et justement, c'est la demande de la jeunesse africaine dans sa globalité. Mais au lieu de venir quand même vous fatiguer sur les sols africains, ben, allez-y, vous en avez tellement de situations à gérer là-bas dans l'espace européen que franchement, il n'y a aucune nécessité de rester ici. Mais sauf que c'est les raisons qui sont derrière, ce sont ces raisons-là qui font que ces puissances-là ne veulent pas que leur base militaire quitte. Justement, c'est des raisons géopolitiques, non seulement. Il faut, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'hégémonie à positionnement avantagé en relation internationale. Quand l'hégémon, aussi longtemps qu'on est plus proche sur le terrain, ça nous donne un positionnement avantagé par rapport à nos ennemis et par rapport Mm. à nos ennemis futurs, là, tu vois. Et avoir une base militaire, c'est ça son avantage. Quand on a une base militaire dans des zones comme en Afrique, sachant qu'on ne sait jamais à quand il y aura un affrontement entre puissances armées, Russie, Chine, États-Unis, OTAN et tout ça. Donc, il faut avoir cette théorie qu'on appelle appositionnement avantageux dans la sécurité internationale. Au-delà de cette théorie à positionnement avantageux, il y a aussi des raisons économiques. Il ne faut pas oublier que ces militaires qui sont sur le sol africain, c'est seulement la France qui finance ces bases militaires. Ça, c'est un. Et de deux également, ils défendent également les intérêts économiques des entreprises, des compagnies françaises qui sont sur le sol. Et ça aussi, il y a des raisons sécuritaires pour les ressortissants français, des investisseurs, des expatriés français qui sont dans ces pays. Ça nous rappelle quand même la situation de la Côte d'Ivoire, c'était en 2002, si ma mémoire me reste encore fidèle, quand il y a eu une sorte de guerre civile en Côte d'Ivoire et l'armée française a sécurisé quand même, a pu sécuriser, c'est à travers cette base militaire que la France a pu sécuriser ses ressortissants. Tous les ressortissants français ont été appelés à. C'est dans ces bases militaires-là que ces ressortissants, en grande partie, trouvent refuge. Là. On les appelle, ils vont dans ces bases-là là, pour trouver refuge. Et puis, c'est là les avions viennent récupérer les Français pour les faire retourner. On a vu le cas du Niger, quand il y a eu la tension, la France voulait infiltrer son ambassadeur et puis tout le personnel pour ramener dans sa base militaire. Et c'est ce qui pourrait quand même les protéger aussi longtemps qu'ils sont dans cette base militaire française-là. Mais sauf que c'est ce que les jeunes avaient compris. Ils ont essayé de former une sorte de barrage là entre l'ambassade et puis la base militaire française pour empêcher que les diplomates français soient évacués là-bas. Donc c'est pour dire que oui, ces bases militaires, ce n'est pas seulement pour aider ces États africains, même si ceci, dans le discours officiel, c'est ce qui est dit. Sinon, on ne peut pas comprendre que des milliers d'hommes, en fait, je vais parler des militaires qui ont été débarqués au Mali au nom des forces de Barkhane, Takuba et tout ça, de 2011 jusqu'à 2022, plus de 10 ans, lutter contre des terroristes qui ne font même pas des milliers d'hommes, là, et qu'on n'arrive pas au bout de ces terroristes, on comprend évidemment que l'objectif primaire n'est vraiment pas d'éradiquer le terrorisme, mais justement, il y a d'autres raisons qui sont cachées qui peuvent être quand même à En, l'avantage de l'État qui envoie ses bases militaires là. en termes de chiffres, je viens de trouver ça rapidement. On parlerait de 2300 militaires français en Afrique présentement. Parfait. C'est ça, hors Djibouti, là, c'est ce qu'on comprend, là, parce qu'on dirait autour de 350 au Sénégal, 350 au Gabon, 600 sur la Côte d'Ivoire et à peu près autour d'un millier au Tchad. Fait Oui. que le coup du Tchad, ça fait vraiment mal parce que c'était une des plus grosses concentrations, comme tu l'as dit, justement, ceux du Mali et ceux du Niger, ils se sont ramassés au Tchad. Fait que là, c'était là qui était le plus nombreux, mais là, le Tchad les a sacrés dehors. Fait que là, ils vont sûrement se transférer au Gabon et en Côte d'Ivoire pour ce qui reste.
Mais écoute, en même temps, comme tu le dis, avec le coup d'État au Gabon, est-ce qu'ils vont triper à avoir une fluée de plus de militaires français arrivés dans leur pays, les militaires sur place, autant que personnellement, je pense que c'est ça, ils seraient peut-être. Mm. En tout cas, ça reste à voir si ça serait une menace ou pas pour eux autres, mais je ne sais pas nécessairement ce qu'ils veulent. Là. Tu connais plus la politique sur place que moi là-dessus. Là. Oui, mais aussi longtemps, parce que là, pour le moment, le militaire au pouvoir au Gabon, il filme quand même dans les mêmes cigares que les autorités françaises, parce que c'est le seul militaire qui a fait le coup d'État, qui a été adoubé par la France déjà. OK. euh, le lendemain d'ailleurs de son coup d'État, pendant qu'on c'était dans la même période qu'on demandait aux militaires au Tchad de quitter le pouvoir, parce que les militaires, les Tchadiens, enfin, je dis Tchad, le Niger, au même moment qu'on demandait à la junte militaire nigérienne de libérer le pouvoir et de redonner le pouvoir au président Mamadou, au président qui a été démis de ses fonctions. C'était dans la même période, il y a eu le coup d'État au Gabon. Et là, l'ambassadeur français, le lendemain même du coup d'État, est parti rencontrer le militaire qui a fait le coup d'État. Cependant, le militaire qui a fait le coup d'État au Niger avait demandé à rencontrer tous les diplomates, tous les ambassadeurs présents au Niger. Mais l'ambassadeur français a refusé qu'il ne rencontre pas, il ne reconnaît pas leur autorité. Et au même moment qu'on dit qu'un ambassadeur français dit qu'il ne reconnaît pas l'autorité d'un président au Niger sous prétexte qu'il a fait le coup d'État, dans la même semaine ou 2 semaines après, c'est un ambassadeur français qui part rendre visite à un autre militaire qui a fait le coup d'État. Donc, Ah, ils sont pas parlé, je pense. c'est tellement flagrant que tellement flagrant que la France se trouve dans une situation en Afrique. Ça, c'est pas seulement en Afrique. Moi, je suis pas français, mais je suis analyste politique et surtout des relations internationales, de politique et sécurité internationale. C'est que la France, depuis Chirac, en fait, la France a perdu cette puissance diplomatique parce que la France, tout comme le Canada, doit vraiment leur puissance à leur force de la diplomatie. Ouais, leur soft power. Le soft power. Mais la France en a perdu depuis l'ère Sarkozy. Là. La France est rentrée dans une. Je vois, ça c'est mon avis personnel, les nominations des autorités sont faites sous l'angle je vais dire, d'affinité relationnelle. Disons, c'est mon ami, c'est mon copain, et puis C'est ça, les nominations partisanes. exactement, partisane, ce n'est plus soit c'est un ancien journaliste qui était là, qui faisait l'éloge du président, ou un ancien considéré spécialiste scientifique qui était sur les plateaux, ou Non, mettons. parce qu'on voit clairement qu'au Gabon, c'est une erreur de diplomate, de diplomatie à côté. Là, tu sais, c'est que premièrement, ben normalement, c'est bizarre parce que je comprends qu'ils ont une certaine. En tout cas, je ne suis pas expert de la question, tu sais, j'ai jamais été ambassadeur encore, mais j'assume que vu que justement tu représentes une nation dans un pays étranger, tu sais, oui, tu as une certaine liberté d'action, mais une affaire comme reconnaître un nouveau régime, Ouais. moi, avant toute rencontre, je cale Paris puis je lui demande qu'est-ce que je fais, là, tu sais, parce que Absolument. c'est pas à moi de décider ça, là, tu sais. Absolument. Non, l'ambassadeur n'ira pas de Tu lui. sais, Il appelle je suis d'abord le sa. c'est ça, je suis le représentant puis le porte-parole sur place, je suis pas la tête dirigeante, moi, là, tu sais. Oui, bien sûr, mais l'ambassadeur français, avant d'aller rencontrer, il appelle Quai d'Orsay. Alors, c'est franchement le ministère des Affaires étrangères, c'est à ce département de lui dire oui ou pas. Donc, si l'ambassadeur français part rencontrer les militaires qui ont fait le coup d'État au Gabon, on se comprend tout de suite que oui, la France a double ce coup d'État-là, mais de l'autre côté, on s'oppose. Alors, on se dit, mais si vraiment vous vous opposez sous prétexte de respect de la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie non plus de l'autre côté, tu vois. Donc, c'est tout cela qui amène ces autorités africaines également actuellement à se dire, ben, écoute, ça doit prendre fin. Et le Sénégal, c'est un cas d'école, c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant parce que le Sénégal, depuis Senghor jusque-là, a toujours été l'une des précarées quand même de la France, très influente là, en Afrique francophone, du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont toujours pesé quand même dans la balance pour la France, à maintenir les autres pays, la Guinée, le Mali, ou tous ces espaces francophones en Afrique de l'Est. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui, c'est à travers ces deux pays-là,
puissance économique non seulement, mais aussi ce sont les deux grandes puissances économiques dans l'espace francophone de l'Afrique de l'Ouest. Et puis c'est eux qui essayaient quand même de calmer, d'avoir la même mise sur les autres États. Et voir aujourd'hui le Sénégal sortir de cette peau-là, on se dit qu'il ne restera plus maintenant que la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire seule pourra tenir tête à cet espace de l'Afrique, de la CEDEAO qui compose 15 États, et non, y compris des États anglophones comme le Nigeria, qui reste encore la puissance en termes de démographie en Afrique, mais aussi l'économie également. Fait que ça deviendra très difficile maintenant pour la Côte d'Ivoire de gérer tout ça. Et par ricochet, ça deviendra très difficile par la France de gérer cette situation en Afrique. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait que la France commence à s'approcher de plus en plus au Nigeria, inviter le président nigérian à aller rendre visite officielle des partenariats en France. Le président du Nigeria était récemment en France là-bas, et puis très bientôt, je crois, si c'est le président français qui doit repartir encore au Nigeria, tout ça. Tu vois, vu qu'on est en train de perdre le Sénégal, alors il faut avoir la main sur une autre puissance qui est une puissance anglophone, sauf que les anglophones sont très jaloux de leur indépendance en Afrique. C'est des gens, même lors de la colonisation, ils ont été semi-indépendants parce que c'est les chefs traditionnels qui géraient directement les colonies. Les Anglais géraient de façon indirecte, et la France, qui est habituée à cette rhétorique de condescendance, un peu de voir ces colonies comme des sujets qui sont assez... Ça deviendra très difficile de coopérer avec les anglophones en Afrique. Ça, c'est une évidence pour moi, là. Ah non, ça risque d'être quelque chose. Puis, tu sais, parce Ouais. que le prof Caron nous en parlait dernièrement. On voit déjà, tu sais, ça va être une perte pour la France au niveau économique, mais au niveau des ressources naturelles, surtout Yeah. aussi. Là, tu sais, tu sais, le prof Caron, justement, expliquait que lui, il travaille au Kazakhstan. Puis le Kazakhstan, je pense que c'est le deuxième plus grand producteur d'uranium sur la planète. Puis la France, Macron est allé faire une visite à Astana dernièrement parce que, justement, vu qu'ils n'ont plus le Niger pour se fournir en uranium pour le réacteur, faut qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Fait que Mhm. tranquillement, mais sûrement, mais c'est pas justement d'être juste friendly avec ces gens-là. C'est carrément une quantité incroyable de différents types de ressources qui sont plus disponibles pour ce pays-là, ou du moins plus au même prix. Fait que ça va être un enjeu économique aussi, surtout qu'une France qui est de plus en plus endettée, tellement de plus en plus sclérosée puis encroûtée par la bureaucratie. On dit souvent que c'est tu sais, c'est le lieu de naissance du libéralisme, mais jamais la France ne l'a pratiqué. Mais j'ai l'impression que tout dépendant de qui c'est qui ont le pouvoir, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'en rendent compte puis qu'ils commencent à l'appliquer parce que l'éternel étatisme français, elle a pu finir. Et dans pas long, ils ne pourront plus se permettre ça. Là. Non, ça c'est une évidence. D'ailleurs, c'est ça en fait. Perdre ses bases arrières en Afrique fait perdre énormément à la France. Il y a eu des études qui ont été réalisées. Si la France arrivait à perdre ses colonies en Afrique, et la France se retrouverait dans les rangs des pas plus les 15 premières puissances économiques dans le monde. Ça sera fini pour la France. Parce que là, justement, comme tu l'as dit, l'uranium qu'on ne trouve plus maintenant au Niger, il faut aller trouver ailleurs, et aller trouver ailleurs, ça augmente aussi les coûts financiers, parce que au Niger, on prenait ça de façon très dérisoire, en fait, quelques petits milliards de dollars, et puis ça, euros plutôt, ça passait. Mais à Kazakhstan et des États où les autorités sont un peu quand même responsables face à leurs concitoyens, ça devient quand même très, où les législations aussi minières sont très rigoureuses, ça devient très sérieuse pour la France. Et ça, c'est sur le plan économique, mais sur le plan aussi de sécurité et d'influence de ce qu'on appelle l'image en fait de la France, de ce qu'elle vaut sur la scène internationale. Si elle n'est plus écoutée en Europe, et elle n'est plus écoutée dans l'espace proche et Moyen-Orient à travers le Liban, mais où est-ce qu'elle se fera écouter? C'était en Afrique, là. Mais si l'Afrique aussi ne l'écoute plus, ce qui veut dire que la voix de la France ne sera plus écoutée sur la scène internationale, tu vois, elle perdra cette aura, elle perdra cette image de puissance internationale, et finalement, elle se retrouvera dans les rangs des puissances moyennes là. Mm. Écoute, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, Ouais. des changements vont falloir. C'est ça, tu sais, beaucoup de gens, surtout à gauche, nous disent que, tu sais, ah, mais là, il faut faire des changements, tu sais, des petites réformes, oui, mais un petit peu, là, pas trop, là, tu sais, des petites réformettes, pas grand-chose, mais à un moment donné, tu sais, faites fuir le réel et le revient au galop, quelque chose comme ça, là, tu sais. Et j'ai l'impression que
pour bien des nations, puis de plus en plus, on a navigué, puis on s'est assis sur nos lauriers beaucoup, sur plein d'enjeux, dans plein d'industries, dans plein de domaines. Puis à un moment donné, ça cogne à la porte, puis ça va prendre pas mal plus qu'une petite réformette. Ça va prendre souvent même un remède de cheval pour mettre ça sur la rail ou sur le sens du monde. Puis il y en a qui sont pas prêts pour ça, parce que c'est ça qui est plate, parce qu'à un moment donné, on peut pas. Il y aurait eu une époque de prévention, il y a peut-être 20, 30 ans aussi, qu'on aurait pu commencer à prévoir ça, puis de faire ça sans trop que ça soit très douloureux, tu sais. Mais non prévoyant comme on est, ben, ça donne qu'on s'en est contrefoutu, puis on pensait que ce système-là allait vivre jusqu'à la fin des jours, puis que jamais rien allait changer ou qu'aucune variable allait changer non plus. Ben là, on est dans le monde qu'on a aujourd'hui, puis il faut faire des choix. Ouais, Fait qu'il va falloir que ça se fasse là-dessus. Je sais pas si tu avais un dernier mot avant qu'on se quitte. ouais, ben, ce que tu dis, c'est vrai. Et je crois que il y a beaucoup de pays qui ont été très puissants par le passé, mais qui se retrouvent aujourd'hui en termes, surtout sur beaucoup de plans, hein, technologie, armement, et Mm. qui se trouvent vraiment à la queue de peloton là. Et, ça, c'est beaucoup de pays du Nord global qui appartiennent au Nord global aujourd'hui. Cette puissance est partie ailleurs, dans le Sud global, la Russie. La Chine et beaucoup d'autres pays, l'Iran et puis tous ces États-là. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle, tu vois, il y a aussi la Corée du Sud qui vient de déclarer l'état martial et Ouais, la actuellement. loi martiale, ouais, ouais, on a parlé dans le podcast hier. Tu vois, fait que, il y a tout ça, mais surtout en Afrique, bon, la perte du terrain pour la France est un avantage pour beaucoup de pays, notamment, on parle beaucoup et souvent de la Russie, mais on oublie, il y a un autre pays, là, enfin, des pays, là, mais il y a le Québec qui, de plus en plus, remplace quand même la France dans l'espace francophone, étant donné que le Québec appartient aussi à à la francophonie, et comme beaucoup de ces États-là. Et d'ailleurs, je lisais il y a récemment, c'était l'agence de France, l'agence de développement de France qui finançait beaucoup de projets de développement des jeunes dans cet espace de la francophonie en Afrique, le Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée et beaucoup d'autres pays. Mais actuellement, c'est le Québec quand même, à travers la délégation du Québec à Dakar, au Sénégal, Mm. qui s'implique très bien dans ces espaces-là avec des jeunes et sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan de projet, parce que là, je vois cette délégation surtout du Québec à Dakar et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui noue des partenariats avec ces gouvernements en place sur le plan de coopération scientifique. Il y a même récemment un directeur qui était professeur, c'est Mamadou Young, qui était professeur à l'Université Québec à Montréal, qui a été élu comme responsable de réseau scientifique en fait à la délégation du Québec à Dakar, au Sénégal. Et lui, justement, sa mission, c'est ça, servir ce pont de relais entre le Québec et également le Sénégal pour cette relation, pour cette coopération scientifique. C'est ce qui veut dire que ce terrain qui était monopolisé par la France, et maintenant, c'est le Québec qui aussi est francophone, qui vient de plus en plus récupérer ce terrain, mais tout en collaborant. Parce que là, à la différence de la France qui venait comme un sauveur, là, qui donnait à ces petits enfants africains qui ne savent pas, là, mais le Québec, par contre, adopte une stratégie de coopération, de, de corrélation. Mm. On vient avec ça, vous aussi vous avez ça. On essaye de faire cette complémentarité de ce que vous savez, ces jeunes talents sénégalais peuvent partager leur expérience justement avec ces talents québécois et de vice-versa, la Côte d'Ivoire, la même chose. Donc, c'est pour te dire que ben, si la France perd le terrain, je dirais que c'est un bon atout pour le Québec quand même, qui est francophone et puis aussi qui appartient à l'espace francophone, là, tu vois. Mm. Ouais. Absolument. En tout cas, regarde, tant mieux pour nous autres si on peut sortir notre épingle du jeu dans cette situation-là. On trouve ça plate pour la France, mais à un moment donné, je pense que des Ouais. fois, à force de tomber, elle va finir par comprendre qu'il faudrait qu'elle arrête de faire ce qu'elle fait là. Ou du moins de changer de cap, là, tu sais, peut-être ça la fait réfléchir. C'est souvent les pires, les plus grandes fautes qu'on fait ou du moins les épreuves qu'on a qui nous font faire certains changements qui sont souvent nécessaires, mais des fois qu'on se rend pas compte nous autres mêmes. Fait qu'encore là, je le répète, c'est le réel qui revient au galop puis qui nous Ouais. remet pas mal de la bonne façon.
Écoute, Ketan, merci beaucoup. Super retour. C'est vraiment super intéressant. J'espère que les auditeurs vont apprécier. Sinon, on se reparle. Je n'ai pas trop pensé à ça, mais en fait, ça va sûrement être ta revue. Comme je fais à chaque année, en fait, je demande à mes collaborateurs de faire une revue de l'année. Ok. Euh, Peut-être pas tout de suite, parce qu'on s'en va peut-être potentiellement dans les prochaines semaines, mais avant Noël, c'est sûr que je vais envoyer la demande pour tout le monde s'ils veulent le temps de faire leur revue, quoi que ce soit. Mais sinon, entre-temps, c'est d'autres actualités par rapport à l'Afrique ou ailleurs, on va en jaser avec vous tous les mercredis. Merci beaucoup tout le monde. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci. Bye.